Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis qu'on retrouve sur à peu près toutes les applications sur la planète. Mon invité est une spécialiste de l'analyse du système politique américain. Elle est politologue et journaliste. Basée à Washington pendant près de 30 ans, Marie-Christine Bonzon a été journaliste à Voice of America, correspondante de la BBC ensuite. Elle a couvert plusieurs mandats de plusieurs présidents américains. Aujourd'hui, elle est en France, d'où elle décrypte la politique américaine et les politiques des États-Unis pour des médias français et internationaux. Bonjour Marie-Christine Bonzon, comment allez-vous? Bonjour Gilles Parent, je vais très bien et vous? Ah ben oui, je dois vous dire que, je sais pas, j'avais un mot, je me disais depuis la pandémie, on a dit à tellement de reprises du jamais vu, ouais. Inédit. Mais je pensais pas qu'il y en aurait encore autant. On a une période qui n'est pas ennuyeuse, qui est faste en rebondissement. Et quand on parle des États-Unis, c'est expulsion massive de migrants, démantèlement brutal de départements en entier de l'État fédéral, l'idée invraisemblable de transformer Gaza en une nouvelle côte d'Azur absolument délirante. Dès les premières semaines donc de son second mandat, M. Trump, de Donald Trump, a signé des décrets en rafale, enchaîné des déclarations choc, souvent improvisées, souvent tordues. La première question à vous, la spécialiste, comment démêler le vrai du spectacle? Eh oui, c'est une excellente question, Gilles. Une excellente question. Toujours en politique, mais particulièrement avec quelqu'un comme Trump. Trump, c'est quelqu'un qui porte des tendances existantes en politique américaine à leur comble. Et en plus, avec son style à la Trump. Donc, en ce qui concerne la politique spectacle, comme pour le reste, par exemple le fait de repousser les limites du pouvoir présidentiel, oui, un peu aux confins de ce que c'est, eh ben, la politique spectacle, c'est quoi? C'est une tendance de fond aux États-Unis. Même ailleurs d'ailleurs, mais surtout aux États-Unis. Politique spectacle, ça peut être des effets d'annonce, la mise en scène du président, de la présidence, la personnalisation du pouvoir, le fait de parler aussi d'un sujet quand on est aussi actif dans un autre dont on parle moins. Ouais. Donc la politique spectacle, ça peut être plein de choses. Dans le cas de Trump, il porte la politique spectacle, il porte le marketing politique, il porte la communication politique, c'est-à-dire cette saturation du discours public auquel tu faisais allusion. Hein, on en a plein les oreilles, on en a plein les yeux de cette présidence Trump, et on n'en est qu'à 2 mois à peu près. Et voilà. Il porte tout ça à son comble. On l'a vu par exemple très récemment avec ce truc incroyable qu'il a fait devant la Maison-Blanche, devant le public, avec l'achat d'une Tesla en compagnie de Elon Musk. Ouais. On l'a vu avec les réunions de son cabinet, de son gouvernement, qui sont devenues quasiment des points de presse en permanence. On le voit avec les signatures de décrets qui ont commencé dès le soir de son investiture. On s'en souvient, il y avait une fête, un des nombreux bals qui ont lieu lors de l'investiture d'un président américain à travers Washington. Et je crois le dernier bal auquel il est allé, c'est dans un stade fermé de Washington, celui qui est consacré le plus souvent aux équipes de basket. Et là, il y a des milliers et des milliers de sympathisants. Et on le voit, il fait apporter un bureau, il signe des décrets, et puis ses premiers décrets, donc, et il lance les stylos avec lesquels il vient de signer les décrets sur une scène, il les lance à ses supporters. Donc, démêler le vrai dans tout ça, c'est pas facile. Mais Trump affirme en tout cas, lui, que le spectacle, ce dont on vient de parler là maintenant, c'est de la transparence. Il montre un gouvernement transparent. Alors, c'est peut-être le cas dans certains cas, mais pas forcément désirable parfois. Par exemple, il y a eu transparence des dissensions entre Trump et Zelensky lors du fameux point de presse dans le bureau ovale du 28 février. Un autre jamais vu. Catastrophique. Voilà, un autre jamais vu. Donc on va de jamais vu en jamais vu. C'était catastrophique. Bien sûr, d'avoir 2 pays alliés comme ça, comment dirais-je, se disputer devant les caméras. Et donc, c'était pas forcément désirable, loin de là. Démêler le vrai, bon, c'est toujours pareil. Il faut prêter attention non seulement au spectacle, notamment en ce qui concerne Trump, mais aussi aux actions concrètes et à ce qui se passe dans les coulisses. D'où l'importance de ce qu'on fait, d'où l'importance de ce que les journalistes font également, l'importance du rôle des médias. Et là, c'est intéressant parce que lors du premier mandat de Trump, dès le début,
pratiquement, Gilles, on avait assisté à des fuites vers la presse, qu'on appelle des fuites, c'est-à-dire des informations privilégiées ou qui n'étaient pas censées sortir du tout ou pas censées sortir à ce moment-là, qui sortent vers les médias. Or là, ce qui est intéressant, c'est que dans la deuxième présidence Trump, celle que l'on vit actuellement, il a fallu attendre plus longtemps pour avoir les premières fuites. Mais les premières fuites sont intervenues il y a quelques jours et elles faisaient état de divergences à propos des tarifs douaniers sur le Canada et sur d'autres pays que Donald Trump, le président, a imposé ou souhaite imposer, on ne sait plus très bien. Donc voilà, il faut rester attentif, rester vigilant et c'est fatigant. Oui. Et nous, on va en parler tantôt, le Canada est aux premières loges et on a beaucoup de difficultés à comprendre, à saisir ce que, par exemple, un Américain qui est du Montana au cœur de sa campagne ou de sa ville, qu'est-ce qu'il pense vraiment? C'est très long avant d'avoir ce feedback-là. Donc, on peut présumer, on se dit, ça se peut pas que ça n'ait pas d'impact si ça en a ici. Fait que il reste un flou, mais politique qui est tout à fait hallucinant, là. Ça dépend à quel Américain on parle. Certains sont enthousiastes, et il faut le dire, il y a des Américains qui sont enthousiastes devant la présidence Trump telle qu'elle se déroule actuellement. Parmi ceux qui ont voté pour lui, il a encore beaucoup de soutien. Parce que certains pensent que voilà enfin un président qui fait ce qu'il avait promis. Oui. C'est vrai dans un certain sens, pas pour tout évidemment, et puis on est encore au début de la présidence, donc il n'a pas encore fait tout ce qu'il avait promis. Mais beaucoup d'autres Américains sont atterrés. Beaucoup d'autres Américains sont préoccupés par ce qu'ils considèrent comme une dérive vers un certain autoritarisme, voire pour certains d'entre eux, certains Américains parlent carrément de dérive vers le fascisme. Mais je dirais que ce qui ressort de ce climat, c'est que la plupart des Américains ont peur. Ils ont peur parce qu'ils voient leur pays extrêmement divisé. Ils voient leur pays dirigé par des dirigeants politiques qui ne sont pas de grande qualité, il faut bien le dire. Ils disaient déjà cela l'an dernier à propos de Joe Biden. Ils le disent aujourd'hui avec Trump à la Maison-Blanche. Et ça reflète à quel point les deux partis dont on a souvent parlé, toi et moi, le Parti républicain et le Parti démocrate, ne répondent pas aux aspirations du peuple américain et à quel point les Américains sont en désarroi et carrément, pour beaucoup d'entre eux, en colère face à ces deux partis. Alors, quand on prend Trump à la Maison-Blanche, en ce qui concerne son opinion publique, il aura fallu que 50 jours, Gilles, pour que sa cote de popularité connaisse le même sort de celui qu'il mentionne quasiment tous les jours, à savoir Joe Biden. Trump, quand il fait ses points de presse, tout au long de la journée, il parle et il dénigre Joe Biden très très souvent. Mais il n'aura fallu que 50 jours pour que les courbes des satisfaits de Trump et la courbe des mécontents de Trump se croisent et que la courbe des mécontents l'emporte. Et pour Biden, il avait fallu quand même 215 jours. Il avait fallu attendre le désastre d'Afghanistan en août 2021 pour voir la courbe dans les sondages et dans les moyennes de sondage, voir la courbe des mécontents l'emporter. Et puis on se souvient que, et on en a parlé toi et moi souvent dans ce podcast, que Biden ne s'était jamais remis de cette descente dans les sondages. Il n'était jamais remonté au-delà de 45%. Donc là, en ce moment, Trump, eh bien, il a une petite majorité de mécontents contre lui et une minorité de satisfaits. Et les mécontents, ils sont mécontents sur quasiment tous les grands dossiers, sauf sur un, la lutte contre l'immigration illégale. On sait que ça jouait un grand rôle, ça, dans la campagne présidentielle, on en avait parlé l'an dernier, avec l'économie, avec l'inflation. Et c'est sur la lutte contre l'immigration illégale qu'il obtient, en moyenne de sondage, Trump, une majorité qui n'est pas négligeable, 53-54% en moyenne. Donc, face à Trump, qu'est-ce qu'on a? On a le deuxième parti, parce que malheureusement, aux États-Unis, on n'a que deux partis qui peuvent faire la pluie ou le beau temps à Washington. Le Parti démocrate, il est censé être un parti d'opposition. Il faut dire qu'il est encore complètement en état de sidération depuis la défaite de Kamala Harris et surtout parce que les démocrates ont perdu tout pouvoir à Washington. Ils n'ont plus la Maison-Blanche, ils n'ont plus la Chambre, ils n'ont plus le Sénat. Donc c'est un parti qui est en train de se déchirer, il n'a pas de leader, il n'a pas de message, il n'a pas de stratégie unifiée. Il espère capitaliser le Parti démocrate sur ce mécontentement grandissant envers Trump. Que ce soit dans la population générale ou dans la base démocrate. Alors il y aura des manifestations nationales qui sont prévues le 5 avril prochain. On va voir ce que ça va donner parce que pour le moment, les manifestations contre Trump
aux États-Unis ne sont pas aussi peuplées, aussi denses qu'au tout début du premier mandat à l'hiver, printemps 2017. Donc le seul dirigeant démocrate en ce moment qui rassemble des foules importantes pour parler notamment de l'administration Trump et pour la dénoncer, c'est Bernie Sanders, le sénateur du Vermont. Oui. Maintenant, il est accompagné, il fait une tournée en ce moment, il appelle ça la tournée contre l'oligarchie à travers les États-Unis. Il est maintenant flanqué de la jeune Alexandria Ocasio-Cortez, qui est voulue comme l'étoile montante de l'aile gauche du Parti démocrate. Tous les deux, quand ils font des meetings, Sanders, Ocasio-Cortez, ils dénoncent Trump. Ils dénoncent les milliardaires qui entourent Trump, notamment Musk, mais ils appellent aussi le Parti démocrate à larguer ses propres milliardaires, parce qu'il y en a beaucoup dans le Parti démocrate aussi. Donc voilà, l'opposition, elle existe, bien sûr. Cette opposition, elle a des alliés dans les États, elle a des alliés dans les associations. Il y a une déferlante de recours en justice, de procès qui sont attendus à l'administration Trump. Mais pour le moment, je dirais que la sidération du Parti démocrate, c'est l'un des meilleurs atouts du président Trump, alors qu'il voit sa courbe de mécontents augmenter devant lui. Marie-Christine, il y a plusieurs observateurs qui prétendent qu'il se comporte un peu comme un PDG de la planète, rien de moins. Un dealer, un gars qui aime dealer, un gars qui aime gager, un gars qui aime négocier. Il fait vraiment grand PDG de la planète. Puis, c'est très drôle. Ben, c'est très drôle. On se demande jusqu'à quel point c'est drôle, mais c'est au minimum curieux de l'entendre dire, en fait, vous, l'Union européenne, attendez, j'ai quelque chose pour vous aussi. Finalement, c'est comme s'il disait, j'en ai pour tout le monde, faites-vous-en pas. Là, je commence avec le Canada, le Mexique, mais on va régler ça, les problèmes sur la planète. C'est un peu hallucinant de le voir aller. C'est impressionnant aussi. C'est un ancien chef d'entreprise, Trump. Oui. Les Américains ont voulu le mettre à la Maison-Blanche par 2 fois maintenant. Oui, il se comporte comme un PDG, il se comporte comme un businessman, c'est-à-dire quelqu'un qui peut donner des ordres à tout le monde dans le gouvernement et que ces ordres doivent être obéis. PDG de la planète, j'en suis pas sûre, parce qu'il y a quand même une marge entre dire que lui, Trump, va régler la guerre en Ukraine en 24 heures et la réalité, ce qu'il a promis pendant toute la campagne présidentielle, et puis la réalité du conflit, de la géopolitique, contre lesquels il est en train de se casser les dents en ce moment. Donc ce qui est sûr, c'est que Trump et son équipe, c'est-à-dire y compris Elon Musk, utilisent, je dirais, dans la conduite des affaires du pays, des méthodes qui sont venues du secteur privé américain. Et que, pour revenir un peu au thème de la politique spectacle de tout à l'heure, Trump avait mis en scène ces méthodes venues du secteur privé américain, des entreprises américaines. Il les avait mis en scène déjà dans sa série télévisée The Apprentice. Oui. Tu te souviens, il jouait le boss. C'était une communication. Voilà, ça se terminait toujours par You're fired. Et entre-temps, il y avait cette communication du haut vers le bas. Il y avait cette idée de faire plus avec moins, l'obsession de ce qu'on appelle en anglais américain la bottom line, c'est-à-dire en fait du pognon, les licenciements abrupts, etc. Mais bon, là encore, Trump, il n'est pas le premier à introduire ces méthodes dans l'administration fédérale. Il porte à son comble une tendance qui existait déjà avant lui. Il y a des gens qui ont été à la Maison-Blanche avant lui, qui ont créé des choses assez similaires à ce qu'on appelle aujourd'hui DOGE, ce qui est connu comme DOGE, c'est-à-dire le Department of Government Efficiency, c'est-à-dire l'initiative que Trump a confiée à Musk. Il faut remonter à 1905, sous la houlette de Teddy Roosevelt, la première initiative de ce genre qui visait à réduire l'administration fédérale et aussi à imposer certaines méthodes du secteur privé. Ça remonte à Teddy Roosevelt, Theodore Roosevelt. Et puis après, on en a eu quasiment sous tous les présidents depuis Reagan. Sous Bill Clinton, ça s'appelait réinventer le gouvernement. Ça s'est quand même soldé par 500 000 emplois supprimés dans la fonction publique américaine. On l'a vu sous Obama, ça s'appelait la campagne pour réduire le gaspillage et promouvoir l'efficacité. Donc voilà, je veux dire, ces méthodes issues du secteur privé, elles ont été calquées et introduites de plus en plus dans le gouvernement fédéral américain depuis des décennies. Et Trump est en train de porter cette tendance, à nouveau, porter cette évolution à son comble. Et il l'accompagne de 2 grands éléments nouveaux, je dirais. D'abord, l'initiative, cette fois-ci, elle est dirigée par le plus riche homme du monde, Elon Musk, qui est à la tête de l'initiative, DOGE. Et puis, l'autre élément nouveau, c'est que, en plus d'insérer et de développer ces méthodes du secteur privé dans le secteur public,
on a véritablement, et c'est l'autre grand élément nouveau, un mépris quasiment ouvert, assumé, pour la fonction publique, pour même les fonctionnaires. Ça, je veux dire, c'est tout à fait imprégné dans ce qui sort de la bouche en ce moment d'Elon Musk et aussi du président Trump quand il parle de Doge. Et cette réingénierie de l'État, qu'on pourrait appeler comme ça aussi, on comprend que c'est là peut-être qu'on va entendre plus les gens, le peuple réagir, parce que ça touche beaucoup de monde. Donc, il y a eu quelques manifestations, mais quand on parle des manifestations, d'après moi, je ne veux pas comparer ça à ce que vous avez eu en France, les Gilets jaunes, mais il y a quelque chose quand même, qui peut se rapprocher sur, d'une part, des gens qui ont voté pour Trump parce qu'ils veulent que ça change, ils veulent que ça coûte moins cher, c'est ce qu'on a promis aussi, mais d'autre part, quand ils se rendent compte que le gouvernement fait des coupures, mais coupe leurs filles, coupe leurs nièces, coupe leurs voisins, ça marche plus, là. Alors, il va y avoir une dichotomie là, dans le discours et la réalité. Exactement, et c'est ça la difficulté, parce que sur le papier, et encore aujourd'hui on voit dans les sondages, il y a environ une moitié d'Américains qui sont d'accord, et ça a toujours été le cas depuis très très longtemps, ils veulent qu'il y ait une réforme de l'administration fédérale, du budget fédéral, on en est à plus de 7 000 milliards de dollars. Je veux dire, quand je suis partie des États-Unis en 2018, le budget c'était 4 000 milliards de dollars, donc c'est quasiment le double. Ça rentre plus sur une calculatrice, là. Oui, exactement, ça fait tout sauter les ordinateurs de M. Musk, mais oui, donc il y a une bonne partie des Américains, environ une moitié, on va dire, pour schématiser, qui est favorable à une réforme profonde de l'administration fédérale pour lutter contre la fraude, les dépenses qui sont redondantes. On peut penser à toutes les dépenses redondantes qu'il y aurait entre différentes agences, pour lutter contre le fait que le Pentagone n'a jamais pu passer un audit depuis quasiment le temps que le Pentagone existe, pour lutter contre d'autres gaspillages. Mais ce qu'ils n'aiment pas aujourd'hui du tout, c'est la manière. C'est la manière dont Musk et Trump s'y prennent, et ils n'aiment pas non plus la personne d'Elon Musk. C'est-à-dire ce qu'il incarne justement de cette espèce de brutalité du secteur privé qui s'amène dans le secteur public. Donc on voit une petite évolution en ce moment, Gilles. Là, depuis quelques jours, il y a des dissensions au sein du gouvernement américain maintenant, entre notamment Musk et Rubio, le nouveau ministre des Affaires étrangères, ce qui a amené Trump récemment, il y a très très peu de temps, à dire « oui, il faudrait que Musk, que Elon, comme il l'appelle, utilise plutôt le scalpel que la hachette. » Alors la hachette, c'est gentil encore parce que bon, c'était plutôt la tronçonneuse jusqu'à présent qu'utilisait Monsieur Musk. D'ailleurs, une tronçonneuse lui a été offerte en cadeau par le président argentin il y a quelques jours, Javier Milei. Mais oui. Les efforts qui avaient été faits, les initiatives que j'ai évoquées très rapidement tout à l'heure, sous Clinton en particulier, ça avait été fait plutôt au scalpel. Et surtout, ça avait été fait avec, en tout cas publiquement, un respect affiché pour les fonctionnaires. Et là, ce que l'on voit, c'est exactement l'inverse. Un mépris, comme je le disais, ouvert pour les fonctionnaires et pour les fonctions du gouvernement, pour la fonction publique, et aussi pour l'impact que ça a, peut-être une méconnaissance de l'impact que le gouvernement fédéral a aux États-Unis. Le gouvernement fédéral, c'est plus de 3 millions de fonctionnaires, beaucoup de sous-traitants, beaucoup de contractuels, et ce sont des gens qui travaillent non seulement à Washington, il n'y a pas que Washington, il y a partout aux États-Unis et à l'étranger. Et donc, comme tu le disais, les répercussions d'une réforme profonde de l'administration fédérale, elles vont être senties à n'importe quel président, ça va être senti à travers le pays. Et c'est ça qui semble être ignoré, négligé par l'administration Trump en ce moment, et ce qui lui est amèrement reproché, on le voit très bien dans les sondages. Dites-moi, la stratégie, Marie-Christine, du nouveau président des États-Unis, ça semble très simple quand on regarde ça. Donc, on sature l'espace médiatique, on multiplie les annonces, on fait des signatures qui se bousculent. Tout ça pour dominer l'actualité, étourdir les médias littéralement. Mais comment les journalistes peuvent distinguer les annonces sérieuses des simples effets d'éclat? Est-ce qu'ils sont capables de faire? Est-ce qu'avec le temps, parce que c'est un temps très court, de deux mois et demi, est-ce qu'ils arrivent à le faire? Est-ce que vous le voyez? C'est très difficile de couvrir Trump. Là, je suis en train de parler avec ma casquette de politologue, mais évidemment, j'ai été longtemps journaliste aux États-Unis et j'ai couvert la première présidence Trump et les campagnes présidentielles. C'est très difficile et c'est fatigant.
Et l'aspect fatigue joue énormément parce qu'en plus, en ce moment aux États-Unis, on est dans un contexte où il y a une crise des médias américains, une crise économique. Il y a eu énormément de licenciements, beaucoup moins de personnel. Or, il faut avoir du personnel. Quand il y a un président qui se lève à 4 heures du matin et qui tweete sur X à 4h30 ou 5h30 du matin, il faut avoir du personnel debout et apte à pouvoir rédiger un papier et faire une enquête avec des commentaires, etc. Donc, il y a une crise déjà des médias, donc ça complique énormément la tâche. Et puis, il y a une crise de crédibilité. C'est-à-dire que les médias américains n'ont jamais autant perdu la confiance, le niveau de confiance, si tu veux, des Américains dans leurs médias d'information est au plus bas. Au plus bas. La situation s'est littéralement inversée par rapport, par exemple, à avant le Watergate, 1972. La très, très grande majorité, les 3/4 des Américains avaient confiance dans leurs médias d'information et il y avait environ 20% des Américains qui doutaient, etc. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. D'accord ? Donc, on est dans une situation véritablement de crise à tout point de vue pour les médias américains. Également, la crise du fait de gérer un président comme Trump qui leur met des procès. On sait qu'il a des procès avec CBS. Il a obtenu un accord à l'amiable avec NBC et des gens comme ça. Bon, et donc le défi pour les journalistes américains, pour les médias américains, d'une part, c'est très bien d'être agressif. Ils doivent l'être avec tout président, que ce soit Biden ou Trump, et ils le sont, et c'est parfait. Mais il faut, s'ils veulent regagner cette crédibilité, tenir la barre, c'est-à-dire revenir aux bases du métier, laisser l'opinion au vestiaire. C'est difficile parfois pour beaucoup d'entre eux parce qu'il y a beaucoup de rédactions aux États-Unis qui sont pro-démocrates, donc c'est très difficile pour eux de laisser leur opinion au vestiaire, mais il faut qu'ils le fassent, revenir aux faits. Et à ce moment-là, regardez effectivement si les annonces qui pleuvent de la Maison-Blanche sont suivies des faits concrets. Si Donald Trump ne parle pas beaucoup d'un sujet tout en étant extrêmement actif dans un autre dont il ne parle pas, comme je disais tout à l'heure. Oui. Donc ce sont des choses qu'il faut regarder et ça demande énormément de moyens, énormément de temps, énormément de travail et beaucoup de rigueur. Et sur la façon de passer le message, moi j'ai noté, je ne suis pas le seul à l'avoir fait, j'avais dû noter la même chose. Au départ, on se disait, Trump a lancé Truth, son propre média pour, à l'époque, répliquer à ce que X ne faisait pas. Mais d'autre part, je remarque que même ici au Québec, même au Canada, un peu partout, en Europe, c'est la même chose. Tous les médias qui sont utilisés par les politiques vont reprendre les principaux. Donc, ils surveillent ces médias-là. Même chose pour... M. Trump a comme l'avant... En termes de communication, vous comprenez, il y a un avantage, c'est que ça va être repris par les médias traditionnels. Ça va être relayé par les médias traditionnels. S'il écrit sur Truth ou s'il va sur X, c'est repris. Donc, tout ce que les politiques font un peu partout maintenant, donc ça donne une étendue pour rejoindre les gens plus grande qu'on imaginait au départ. Oui, et on voit que Donald Trump s'en sert, bien sûr. Très bien, oui. Et il s'en est très bien servi pendant la campagne présidentielle, contrairement à Kamala Harris, qui ne faisait quasiment pas d'interview et qui a rechigné à aller sur... certes, elle était sur X et d'autres, mais elle a beaucoup rechigné à aller faire des podcasts, notamment celui de Joe Rogan et d'autres, ce qui n'a pas été le cas de Donald Trump. Donc, Donald Trump, c'est non seulement un homme d'affaires, un politicien maintenant de carrière, bien sûr, contrairement à ce qu'il voulait dire et il disait en 2016, mais il est aussi un homme de médias, il est un homme de télévision, il est un homme de médias. Donc il a cette connaissance aussi. Alors bon, le choc, l'improvisation, moi je dirais que oui, bien sûr, il est conscient de tout ça. Il y a un petit peu moins d'improvisation, je dirais, qu'en 2017. Il y a eu un temps de préparation pendant qu'il traversait un petit peu le désert là, en 2021, 2022, 2023. Mais ce qu'il veut faire maintenant avec ce rythme extrêmement soutenu, je dirais que c'est un rythme même plus soutenu, beaucoup plus soutenu encore qu'au début de 2017, avec tous ses décrets, ses déclarations, ses proclamations, ses points de presse. Il est essentiellement son propre porte-parole. Il a une porte-parole, il y a une porte-parole de la Maison-Blanche, mais c'est surtout lui qui est son propre porte-parole. Il se met en avant sans arrêt tous les jours. Donc, il veut marquer le contraste avec Biden. C'est quasiment une obsession, Biden, pour lui. Je disais tout à l'heure, il en parle tous les jours pour le dénigrer. Encore. Ah oui, encore tous les jours. Et aussi, surtout, politiquement, Trump, il sait qu'il a maintenant moins de 2 ans
pour réaliser son programme. Pourquoi moins de 2 ans? Parce qu'on va rentrer très rapidement maintenant aux États-Unis. C'est désolant, mais c'est comme ça. C'est quasiment la campagne électorale permanente aux États-Unis. Quand on n'est plus en campagne présidentielle, on est en campagne législative. Eh bien oui, il va y avoir une campagne législative. C'est celle pour des législatives partielles, c'est-à-dire celles qu'on appelle les législatives de mi-mandat, les midterms, de novembre 2026. Et la campagne, ça y est, là, ça commence maintenant. Les gens récoltent de l'argent, les candidats, on voit les sièges qui sont en jeu, etc., les plus vulnérables. Voilà. Donc, ça commence déjà, il va y avoir des primaires, enfin bon. Et donc, à partir du moment où on a des élections de mi-mandat qui sont le plus souvent une occasion pour l'électorat de venir sanctionner le président en exercice, lui dire non, franchement, là ça va pas du tout, ça va pas du tout. Voilà, il va falloir faire quelque chose. Je vous sanctionne, je redonne la majorité au parti d'en face à la Chambre ou au Sénat. Et donc, s'il perd les élections de mi-mandat, ça va être ce qu'on appelle un canard boiteux, c'est-à-dire un président qui ne peut plus se représenter en 2028, puisqu'il est limité à 2 mandats, et un président qui vient de perdre sa majorité, un peu plus soit à la Chambre, menotté, soit au Sénat, voilà, soit aux deux, ouais. Et donc il sera effectivement entravé, menotté. Donc il sait que sa fenêtre d'opportunité, comme on dit en mauvais français, en anglais, eh bien, cette fenêtre d'opportunité, c'est maintenant, entre maintenant et l'été 2026, pas plus loin. On a de la misère à savoir, Marie-Christine, je ne sais pas si toi tu le sais, les décrets ou les mesures qui sont réellement appliquées, parce qu'il y en a eu tellement, c'était presque ridicule, ou encore ceux qui relèvent de juste de la communication en disant des intentions. En fait, on signe des décrets, mais on sait très bien que ça ne sera pas. Est-ce qu'il y en a quelques-uns, à ta connaissance, qui sont en place? Alors oui, il y en a certainement. C'est difficile de tenir la liste et c'est difficile de tenir la liste de ceux qui sont véritablement appliqués pour le moment. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il bat tous les records pour le moment, en tout cas dans l'histoire moderne des États-Unis. Tous les présidents, il faut le dire. Hein, d'abord, c'est constitutionnel. Il y a un article dans la Constitution qui prévoit les décrets, bien sûr. Mais tous les présidents américains ont adoré les décrets présidentiels parce que, évidemment, c'est là où s'exprime le plus directement, le plus immédiatement leur pouvoir. Donc, ils ne se gênent pas et Trump, certainement, ne se gêne pas. Il vient de faire, je crois, le décompte qui était il y a à peine quelques heures au moment où on enregistre, 100 décrets en 64 jours. Hein. Donc c'est plus que tout le monde, plus que Reagan, depuis Reagan essentiellement, plus que Reagan, plus que Papa Bush, plus que Clinton, plus que W. Bush, plus qu'Obama, plus que Biden. Et donc, ils ont force de loi, mais ce ne sont pas des lois. Donc c'est un peu ambigu. Hein. Ils ont force de loi, c'est-à-dire ils s'appliquent en théorie immédiatement, mais bien souvent, même quand on entend Trump là, en train de signer des décrets dans le bureau ovale, vous remarquerez que quand on lit quand son secrétaire, le secrétaire du personnel de la Maison-Blanche lui donne essentiellement le substantifique moelle du décret qu'il va signer, il lui dit, bon, par exemple, il y aura un délai de 30 jours ou un délai de 60 jours hein, pour que ça s'applique. Bon. Alors, ça peut être bloqué. Ça peut être bloqué par un recours en justice et il y en a de nombreux qui sont bloqués ou suspendus pour le moment par des recours en justice. Tout ça va aller vers la Cour suprême de toute façon, hein, la plupart de ces recours en justice. Donc ils ont force de loi, mais ils ne sont pas des lois. Le Congrès ne peut pas les abolir. Il peut les abolir simplement en votant une loi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une loi adoptée par la Chambre et le Sénat qui vienne abolir un décret. Ou alors, il faut qu'il y ait un autre président, et c'est ce qui se passe maintenant, malheureusement, puisqu'on est dans une situation de polarisation extrême aux États-Unis. Biden, quand il est arrivé, il a pris des décrets pour annuler tout ce qu'avait fait Trump. Trump avait, le premier mandat avait annulé tout ce qu'avait fait, enfin, une bonne partie des décrets qu'avait pris Obama. Et il faut s'attendre à ce que le successeur, s'il est démocrate, qui suivra Trump fasse exactement la même chose. Donc, voilà, pour que Trump arrive essentiellement à imposer à un autre président sa volonté exprimée dans tel ou tel décret, il va falloir qu'il fasse, comme on dit, codifier ce décret dans une loi adoptée par le Congrès. À ma connaissance, pour le moment, il n'y en a aucune. C'est-à-dire que pour le moment, le Congrès, la Chambre, le Sénat n'ont passé aucune loi venant codifier dans la loi fédérale le décret X ou Y signé par
Donald Trump à tel ou tel jour depuis le début de sa présidence. Donc, les décrets, évidemment, ils peuvent être contestés aussi, comme je l'ai dit, dans les tribunaux, et tout ça va remonter de toute façon. Tous ces décrets, s'ils sont contestés devant les tribunaux, remonteront vers la Cour suprême. Mais c'est là qu'on voit la force de la communication, parce que Marie-Christine, pour la plupart des gens, même les observateurs internationaux que nous sommes, quand on parle d'un décret comme ça, pour nous, on se dit, il est signé, donc c'est fait, c'est réglé. Mais il n'y a rien, c'est pour ça que je pose la question, il n'y a rien qui nous dit que ça va être accepté, il n'y a rien qui nous dit que ça va être fait, que c'est sûr que ça va se faire. Sauf que nous, la perception, souvent plus forte que la réalité, surtout en politique spectacle, parce que c'est ça, carrément. Non, mais c'est vrai. Donc, on voit ça. Il y a toujours, il y a toujours un aspect effet d'annonce dans un décret. Il y a toujours cet effet où on voit le président, n'importe quel président, Obama, etc., en train de signer, l'histoire de la signature du président américain, enfin bref, les Américains ont une espèce de déférence par rapport à tout ça. Voilà. Donc, il y a toujours un aspect politique spectacle dans la signature du décret, dans le bureau ovale, etc. Mais effectivement, il reste à voir lesquels vont pouvoir être appliqués, que ce soit par des régulations adoptées dans les différentes agences fédérales. Et il faut bien garder à l'esprit également que pour le moment, Trump a encore certains éléments de son cabinet et même des vice-ministres et des choses comme ça qui ne sont pas encore confirmés par le Sénat. Donc, il n'a pas encore son équipe totalement complète. Donc, ces traductions des décrets dans des régulations de type administrative au sein des agences fédérales vont mettre un certain temps. Un mot, je pense que c'est important, Marie-Christine, sur le scandale de la sécurité nationale de la nouvelle présidence Trump. C'est le premier, à ma connaissance, la conversation sur l'application Signal de quasiment tout le gouvernement, sauf Trump. Ça, c'est une première question que j'avais en tête. Pourquoi Trump n'est pas là-dedans? À propos des frappes de l'autre week-end, donc des Houthis au Yémen, donc, mais la présence accidentelle d'un journaliste américain, Jeffrey Goldberg, The Atlantic. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, au moment où on enregistre, on est mercredi le 26 mars, on va être diffusé à partir de demain. Je pense que déjà, The Atlantic a révélé au complet ce qu'il y avait là-dedans. Fait que ça va probablement suivre, je ne sais pas l'effet long terme, mais aujourd'hui, dans les prochaines heures, probablement que ça va rattraper. Je me demandais quel était l'impact de cette fuite sur la confiance des alliés, entre autres, des États-Unis envers l'administration Trump, après une opération militaire qui était quand même assez sensible. Oui, alors il y avait quasiment tout le gouvernement dans cette conversation sur Signal, qui est une application grand public. Hier, le directeur de la CIA, qui était entendu par le Congrès, c'était une audience prévue de longue date, mais bon, évidemment, elle est tombée mal pour lui parce qu'elle est tombée juste après. Il y a eu quelques questions là-dessus. La révélation de ce scandale. Bon, le directeur de la CIA, qui s'appelle John Ratcliffe, a dit oui, c'est l'application Signal, mais c'est pas tout à fait l'application Signal parce que la CIA l'a modifiée de manière à ce qu'elle soit encore plus sûre et la CIA autorise la plupart des agents de la CIA et également le directeur à communiquer sur Signal. Bon, certes, mais il y avait quasiment tout le gouvernement, sauf le président Trump, à discuter donc avant des frappes aériennes qui ont été réalisées contre les Houthis, des alliés de l'Iran, situés au Yémen. Avec cette présence accidentelle. Alors, apparemment, ce qui s'est passé, ça serait que Jeffrey Goldberg, ses initiales, c'est JG, et ce sont les mêmes initiales que le représentant au commerce de Donald Trump qui vient tout juste de prendre ses fonctions et qui s'appelle Jamieson Greer. Donc, il y a eu visiblement une manipulation erronée qui a été faite pour préparer cet appel sur Signal. Toujours est-il donc que c'est extrêmement embarrassant, bien sûr, pour les États-Unis. C'est le premier scandale de sécurité nationale de la nouvelle présidence Trump. C'est très embarrassant et la présidence Trump n'a pas fini de répondre aux questions des journalistes sur ce sujet comme il se doit. Donc, par rapport aux alliés, par rapport à ta question, ben oui, parce que il y a le contenu aussi. D'une part, il y a le fait que c'était sur Signal, d'accord? Donc, ça veut dire que, est-ce que effectivement le gouvernement américain, le gouvernement fédéral américain prend toutes les précautions, et l'équipe Trump en particulier, prend toutes les précautions pour parler de frappes aériennes qui peuvent concerner les alliés, bien sûr, puisqu'il s'agit de réouvrir les lignes de commerce maritime traversant le canal de Suez, puisque les Houthis bombardent à peu près quiconque se présente dans un bateau à cet endroit, et notamment d'ailleurs des bateaux américains, y compris des bateaux militaires américains sous Biden. Bon, deux choses. D'une part, il y a ça, et il y a le contenu de la conversation
qui a été donc reporté dans son article par Jeffrey Goldberg, qui est d'ailleurs l'un des détracteurs principaux dans la presse américaine de Trump, et ce depuis des années. Il est le rédacteur en chef du magazine The Atlantic. Et donc, on voit dans cette conversation, notamment, on a une confirmation de l'animosité véritablement de J.D. Vance, le vice-président américain, et aussi dans une certaine mesure de Pete Hegseth, le ministre américain de la Défense, envers les Européens, envers les pays européens. Parce que dans cet échange, dans cet entretien entre tous ces responsables, hauts responsables, les plus hauts responsables de l'administration Trump, on voit que Vance, d'une part, n'est pas chaud par rapport à ses frappes aériennes, donc il y a un petit différend avec son boss, du coup, avec Trump. Et notamment, il explique qu'il est vraiment pas chaud pour faire ses frappes aériennes parce qu'il en a marre de que les États-Unis protègent les intérêts des pays européens, puisqu'ils utilisent, dit-il, plus le canal de Suez que les USA. Peter Hegseth vient confirmer ça en disant qu'il est tout à fait d'accord avec J.D. Vance sur le sujet. Donc, il y a cet aspect-là qui vient confirmer une animosité de J.D. Vance en particulier, et peut-être de l'ensemble de l'administration Trump, se disent les alliés européens, par rapport à l'Union européenne en particulier. On l'avait déjà vu dans ce fameux discours qu'a prononcé J.D. Vance la première fois qu'il est venu en Europe à la conférence de sécurité de Munich. Donc, ça va certainement accroître, si vous voulez, les doutes des alliés européens des États-Unis vis-à-vis de l'engagement de l'administration Trump envers l'Union européenne. Mais cette critique-là que l'on sait être vraie de M. Vance et autres, moi, ça me ramène à l'isolationnisme qui est voulu par M. Trump. En tout cas, s'il n'est pas voulu, c'est exactement ce qui arrive. Et l'Union européenne est en train de se préparer à peut-être aller ailleurs pour être fournie en armement. Mais moi, je me dis, juste pour les armements, Marie-Christine, c'est des milliards et des dizaines de milliards que les pays européens payent à l'industrie militaire américaine pour obtenir les équipements. Mais s'ils se retournent, s'ils réussissent à trouver des fournisseurs ailleurs, c'est une perte nette énorme pour les États-Unis. C'est un risque, en tout cas. Oui, mais en même temps, bon, à part la France, qui est le deuxième exportateur mondial d'armes après les États-Unis, à part la France, en Europe, il n'y a pas beaucoup de producteurs. Il n'y a pas beaucoup de producteurs. Et la France elle-même, si elle est en train de, comme le dit le président Macron, de se réarmer, c'est-à-dire de se réindustrialiser dans le secteur de la défense, d'essayer de consacrer des budgets beaucoup plus importants, et cela d'ailleurs même à l'échelle d'autres pays européens, ça ne sera pas suffisant. Donc il y aura, en tout cas sur le moyen terme et probablement sur le long terme, encore une dépendance des pays européens envers en tout cas les fabricants d'équipements militaires américains. Leur dépendance en ce qui concerne la définition d'une politique de défense, etc., c'est peut-être autre chose. Mais pour le moment, l'équipement militaire américain semble incontournable, en tout cas pour les armées des pays européens. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de changement majeur, mais on sait que de toute façon, cette industrie-là est liée aux grands constructeurs civils, c'est-à-dire Boeing aux États-Unis et Airbus en France. Ça explique pourquoi ces deux pays-là ont une avance que d'autres n'ont pas non plus. Je voulais qu'on parle un petit peu du Canada. Ça nous touche ici pour les gens qui nous entendent, particulièrement au Québec et au Canada et partout dans le monde par le podcast. Comment croyez-vous que M. Trump perçoive maintenant le Canada en tant que partenaire stratégique? Il est en théorie encore le partenaire stratégique. On n'est pas certain par le discours qu'on l'est encore. Mais quand même, il faut comprendre qu'on a, pour le Canada, c'est 80% des exportations avec les Américains et des ententes bilatérales constantes dans plein de domaines. Pour nous, c'est comme une hérésie, c'est complètement fou. Puis on se demande encore si on rêve, si quelqu'un va nous réveiller. Mais est-ce que vous pensez que M. Trump se sert du Canada comme bouc émissaire pour placer son message ailleurs? Pour vous, et puis aussi pour les Américains, parce qu'il faut bien dire que sur ce dossier, Donald Trump rencontre beaucoup de mécontents. Je parlais des mécontents tout à l'heure dans de nombreux dossiers. Mais il y a un sondage récemment qui montrait que 80% des Américains rejettent les visées expansionnistes de Donald Trump sur le Canada. Je veux dire, là, Trump, il est paradoxal, si vous voulez. C'est qu'il est parfaitement conscient
des relations ultra étroites, plus qu'étroites, entre les États-Unis et le Canada. Il est parfaitement conscient de ce partenariat stratégique crucial qui s'est développé entre les deux pays. Il faut se rappeler que lors du premier mandat, il avait été le principal défenseur, par exemple, du pipeline Keystone. Oui. Il en avait fait l'un des piliers de sa campagne de 2015-2016 et de sa présidence, en combattant les démocrates sur le sujet, le Parti démocrate. Aujourd'hui, il est parfaitement conscient, et on le voit en Ukraine et au Canada, de l'importance des terres rares, ce qu'on appelle les terres rares ou métaux, minerais rares, et de l'importance cruciale également de l'Arctique. On le voit avec le Groenland et avec le Canada. Donc, mais il est paradoxal parce qu'il est aussi un nationaliste. Il parle de America First. Oui. Et c'est un nationaliste curieux parce que c'est un nationaliste pour lequel la souveraineté est primordiale, mais apparemment uniquement pour les États-Unis, pas pour le Canada. On peut être souverainiste, on peut être nationaliste, mais bon, mais c'est pas la seule surprise qu'on a eue de la bouche de M. Trump. Je pense que c'est pas fini non plus, Marie-Christine. On va en avoir d'autres, des surprises comme ça, puis des étonnements, puis des incompréhensions, au moins momentanées, là, c'est sûr. Est-ce que nous, on pense que... Ben, en tout cas, moi, je vais parler pour moi. Moi, j'ai l'impression que ça va tellement vite, puis c'est quasiment inévitable en écoutant surtout les partenaires, entre autres dans le monde de la voiture, de l'auto, aux États-Unis, au Canada, c'est très, très imbriqué. Et en voyant ça, je me dis probablement qu'il va... tout ce qu'il veut, dans le fond, comme dans une négo, parce qu'on le disait d'entrée de jeu dans le podcast que c'est un négociateur, c'est un gars qui aime la joute économique et la joute politique. Le rapprochement... Même un rapprochement pourrait survenir. On ne sait pas quand, mais il fait des menaces. Mais c'est un peu comme quand tu négocies, tu demandes, tu vas acheter une nouvelle maison, tu demandes 100 000 €, mais finalement, tu dis, ta visée, c'est d'avoir 75, mais tu commences par 100. J'ai l'impression que c'est la même chose. On pousse le Canada dans ses retranchements. On fait frémir tout le monde au Canada pour en arriver à une entente qui va être plus avantageuse pour eux. Ça peut être ça. Oui, il y a dans sa logique aussi à Trump, c'est qu'il a toujours pensé que pour obtenir ce qu'il appelle un deal, un accord, il faut essentiellement maltraiter son partenaire, voire vilipender son partenaire. Il le faisait quand il était chef d'entreprise. Et il le fait depuis qu'il est en politique, soit en politique intérieure d'ailleurs, ou en politique internationale. Donc il y a également cet aspect certainement dans ce qu'il dit à propos du Canada. Mais oui, je pense que rapprochement, il y aura, que ce soit à court terme et certainement à long terme, parce que, je veux dire, il y a une telle imbrication, comme tu le disais, non seulement des économies, mais des peuples canadiens et américains, je veux dire, l'indépendance, etc. Ça se fera dans l'indépendance, ça se fera dans la souveraineté, c'est absolument nécessaire, bien sûr, pour le Canada, mais il y a trop d'interactions et trop d'interdépendance pour une rupture. Et certainement trop pour une annexion de quelque sorte qu'elle soit du Canada, qui est complètement ridicule. Donc l'interdépendance entre les deux pays, le Canada et les États-Unis, elle est sur tous les plans, on le sait très bien, humain, scientifique, diplomatique, militaire, commercial, économique. C'est pas simplement du commerce et de l'économie, les relations entre les deux pays. Hein, ça va beaucoup plus au-delà, tout le monde le sait. Et donc, même, je dirais, parmi ses électeurs, il y a un risque. Parce que son acharnement à Trump sur le Canada est mal vu en ce moment parmi ses électeurs. Il risque d'être encore très mal vu s'il continue. Et aussi parce que, non seulement parce que c'est le Canada, et que les Américains aiment le Canada et aiment les Canadiens, mais aussi parce qu'il parle terriblement du Canada, et par contre, il est très gentil avec la Chine. Les tarifs douaniers de Donald Trump. Et la Russie. Et la Russie encore plus, mais la Chine. Oui, la Chine, oui. La Chine, c'est censé être l'obsession des dirigeants américains depuis au moins W. Bush, le pivot, on le sait, les fameux pivots d'Obama vers la Chine, etc. Or là, sur la Chine, Donald Trump, pour le moment, ne propose que 10 à 20% de tarifs douaniers, et encore, à ma connaissance, il ne les a pas encore appliqués. Mais on se souvient que pendant le Covid et après le Covid, Donald Trump a fait campagne, y compris en 2024 et 2023, sur le fait de faire payer la Chine.
faire payer la Chine pour le Covid et pour l'impact du Covid et le désastre du Covid aux États-Unis. Il avait même chiffré, en reprenant des chiffres, je crois me rappeler du Financial Times, qui avait chiffré l'impact du Covid aux États-Unis à 40 milliards de dollars. Il avait balancé ce chiffre dans ses discours en disant, voilà, il faut que la Chine paye pour le Covid. Là, il n'en parle plus du tout. Il ne parle plus du tout de la responsabilité de la Chine dans le Covid et de ce que la Chine devrait payer aux États-Unis. Or, c'est quelque chose qui est très cher à une bonne partie de son électorat, lui, Donald Trump. Et donc, en s'acharnant sur le Canada, il risque véritablement d'énerver une bonne partie de son électorat. Et ce qui est étonnant, il parle beaucoup du Canada. Bon, il en a parlé beaucoup. Je pense qu'il va en parler un petit peu moins, mais il en parle beaucoup en termes généraux. Par contre, quand on lit, nous, l'actualité qui touche les Québécois, donc parce que faut dire que M. Trump, quand il se fait élire, il parle au petit peuple, il parle aux gens les travailleurs, les roots, les gens qui sont les Américains, les vrais Américains, comme il dit. Mais les vrais Américains, c'est aussi une dame qui est dans le Maine, qui depuis 40 ans loue ses motels à des Québécois, qui a 80% d'annulation maintenant. C'est aussi des producteurs américains qui vendent leurs produits ici depuis 50, 60, 75 ans, et le boycott canadien fonctionne. C'est aussi des gens qui roulent en Tesla partout dans le monde, vous allez me dire, mais particulièrement au Canada aussi, qui se font tirer des roches en roulant dans des Tesla parce qu'on veut s'attaquer à... Il y a des répercussions dans le public, le monde, monsieur, madame, tout le monde, à l'épicerie, les boycotts sont les acheter Canada, acheter local. Il y a vraiment une campagne. Fait que ça, c'est le public cible aussi. Aux États-Unis, en Floride, des Québécois qui ont qui ont mis c'est des centaines de condos qui sont en vente parce que les gens veulent quitter. Il n'y a pas que du bon pour le grand public que lui vise aussi. C'est ça, un jour, ça va. Moi, je pense que ça va l'attraper. Non, mais il entend déjà ça. Il entend déjà ça, okay. Puisque, par exemple, si on se réfère à quelqu'un comme le sénateur Rand Paul, qui est un sénateur républicain, mais de tendance libertarienne, il représente le Kentucky. Et l'autre jour, il disait justement, par rapport à ça, il disait, moi, je ne connais aucun agriculteur du Kentucky, je ne connais aucun chef d'entreprise du Kentucky. Je ne connais essentiellement personne dans le Kentucky qui soit venu me dire, à moi, sénateur du Kentucky, les tarifs douaniers sur le Canada, c'est une super bonne chose. Non, Rand Paul est opposé aux tarifs douaniers d'une manière générale, puisqu'il est de tendance libertarienne, donc il est pour le libre commerce, le libre marché. Mais en même temps, il voit très bien que la population du Kentucky, elle n'est vraiment pas favorable. Ils se rendent compte que les tarifs douaniers peuvent avoir un impact sur le prix de nombreux produits, non seulement pour le consommateur grand public, mais également pour les agriculteurs, pour les chefs d'entreprise. Exactement. Et je pense que la politique du gouvernement canadien de communication en ce moment, justement, va dans ce sens en disant, ben voilà, le Canada, ça fait vivre tant de gens aux États-Unis. C'est pas simplement une relation à sens unique, c'est une relation à double sens. Est-ce qu'on peut l'améliorer? La question est posée. Oui, certainement, on peut toujours améliorer un accord, ça c'est vrai, mais cette façon de faire est un peu étonnante pour tout le monde, je l'avoue. Je veux qu'on parle un petit peu, en terminant, du monde, le monde entier, parce que les tarifs qui se multiplient envers les partenaires, ça commence à toucher l'Europe, ça va toucher un petit peu la Chine, comme on dit, pas autant qu'on l'imaginait. Mais est-ce qu'il peut maintenir la cadence, tu penses, Marie-Christine, sur les... Non, mais je sais pas, sur les tarifs, on se dit... D'abord, il va manquer de papier au bureau ovale. Il va falloir... Je sais pas, il faudra peut-être acheter du papier au Canada, finalement. Et voilà. Du bois et du papier au Canada. S'il vous plaît. Qui sait? Oui, bon, il peut maintenir la cadence, hein. Mais le veut-il? C'est ça. Le veut-il vraiment pour son pays? Il y a toujours un risque inflationniste associé aux tarifs douaniers, d'une part. Ça serait évidemment pas dans l'intérêt des États-Unis. Je parlais de Rand Paul, mais tu parlais de la Floride. J'imagine, je suis à peu près sûr que le gouverneur Ron DeSantis, même s'il ne s'entend pas bien avec Donald Trump, a fait passer des messages en direction de la Maison-Blanche en disant une bonne partie de l'économie de la Floride, notamment dans le sud de la Floride et sur la côte du golfe du Mexique, ou pardon, du golfe d'Amérique. Oui, faites attention. Eh bien, cette économie, elle dépend des snowbirds, comme on les appelle en Floride, c'est-à-dire des gens qui viennent du Canada pour y passer une bonne partie de l'année, voire pour s'y installer. Donc, oui, les tarifs, ça a une tendance inflationniste. Ça ne serait pas dans l'intérêt des États-Unis de toute façon, ni dans l'intérêt politique de Donald Trump, on vient d'en parler, ni dans l'intérêt de ses électeurs, ni dans l'intérêt des Américains au sens large. Bon, alors,
il peut s'appuyer sur l'expérience de son premier mandat. Lors de son premier mandat, il avait imposé des tarifs douaniers. Et il n'y avait pas eu d'inflation. Il est parti de la Maison-Blanche en janvier 2021. Il y avait 1,4% d'inflation, c'est-à-dire, pour les économistes, pas d'inflation. D'accord ? Alors, c'était pas la même politique de tarifs, c'était pas aussi important. Il y avait alors, est-ce qu'il va accepter de calibrer les tarifs en ce sens? Il vient de donner certains signaux ces derniers jours. Il vient de dire certaines choses qui montrent qu'il pourrait changer ces menaces. D'autant que il y a des divergences qui viennent d'apparaître, les fameuses premières fuites vers la presse que j'évoquais tout à l'heure. Elles avaient trait aussi à la politique tarifaire, puisqu'il y a eu un article à Washington qui montrait très bien qu'il y avait des divergences entre le ministre du Commerce, qui s'appelle Howard Lutnick, et le ministre des Finances et de l'Économie qui s'appelle Scott Bessent, notamment, justement pour dire, attention, est-ce que le Canada, c'est la bonne cible? Ça ne serait pas plutôt la Chine, la bonne cible des tarifs? Oui. Donc, il y a des divergences visiblement sur les cibles, sur les pays cibles, sur l'ampleur des tarifs. Et probablement que les élus républicains, dans leur patelin, se font apostropher aussi. Ils ont des feedbacks, même dans le parti au pouvoir. C'est ce à quoi faisait référence Rand Paul quand il a fait cette déclaration à propos des agriculteurs et des chefs d'entreprise du Kentucky. Bien sûr, ils en ont entendu parler. Ils étaient en vacances là dans leur circonscription il y a encore quelques jours, les élus du Congrès. Et ils en ont entendu énormément là-dessus. Et justement, l'autre, évidemment, impact qui peut amener éventuellement à Donald Trump à infléchir sa position sur les tarifs douaniers, c'est que les tarifs douaniers, ça risque aussi de heurter la bonne volonté des pays qui les subissent. En ce moment, les États-Unis vivent une crise historique en matière de grippe aviaire qui a nécessité donc la mort de millions et de millions de poules pondeuses sous l'administration Biden et encore sous l'administration Trump. Donc la grippe aviaire revient aux États-Unis. Donc les États-Unis, les Américains, ils aiment bien leur petit déjeuner avec beaucoup d'œufs. Les œufs ont énormément augmenté, non seulement en ce qui concerne l'inflation, mais aussi l'inflation créée par la grippe aviaire, le manque de poules pondeuses. Oui. Et donc, ils cherchent en ce moment, l'administration Trump cherche en ce moment, on le sait moins, mais elle cherche un approvisionnement extérieur, donc venant de l'étranger en œufs, mais également en lait, mais également en bovin. Et il y a deux pays vers lesquels, évidemment, elle lorgne, c'est le Danemark et le Canada. Or, le Danemark, évidemment, Trump, il a des relations très tendues avec le Danemark, non seulement à cause d'éventuels tarifs douaniers, mais aussi à cause d'une annexion possible du Groenland, dont il fait la menace. Et puis, bien sûr, avec le Canada, il y a ce différend extrêmement important sur les tarifs douaniers et puis sur le langage acharné utilisé par le président Trump envers le Canada. Donc, si les États-Unis ne veulent pas heurter complètement la bonne volonté de leurs alliés, de pays qu'ils veulent taxer au niveau douanier, il faudra peut-être qu'il recalibre sa politique sur le sujet. Et il me reste une ou deux questions, Marie-Christine. Est-ce que l'objectif de M. Trump, c'est de renforcer l'exécutif américain au détriment de toutes les autres institutions? Parce qu'il y a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de respect pour le juridique, on l'entend. Est-ce que tu penses que c'est son objectif? Avoir un exécutif plus fort, puis les autres, chez le diable. Oui, alors je peux faire une réponse oui, très courte, oui. Et en disant que oui, il a une historique, on va dire, avec notamment les juges et tout ça. On l'a vu l'année dernière, il était poursuivi de gauche et de droite à travers les États-Unis. Mais c'est aussi la tendance. Je parlais de Trump comme quelqu'un qui amplifie, qui porte à leur comble les tendances qu'on voit en politique américaine. Mais c'est la tendance historique du système politique américain. D'abord, c'est un régime présidentiel. Et c'est un régime présidentiel, celui prévu par la Constitution des États-Unis, que les présidents américains n'ont eu de cesse de renforcer. Il renforce à chaque fois le pouvoir présidentiel, notamment vis-à-vis du Congrès. Il faut penser que les États-Unis ont réalisé pas mal de guerres, se sont engagés dans pas mal de guerres depuis la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, le Congrès n'a pas voté une seule guerre, contrairement à ce que dit la Constitution. La Constitution dit que c'est le Congrès qui déclare la guerre aux États-Unis. D'accord ? Or, le Congrès n'a pas déclaré une seule guerre dans laquelle les États-Unis se sont engagés depuis la Deuxième Guerre mondiale. Notamment, évidemment, l'invasion de l'Irak de Saddam Hussein ou la guerre en Afghanistan n'ont pas été déclarées par le Congrès. Donc, les présidents américains cherchent constamment,
quels qu'ils soient, démocrates, républicains, à augmenter leur pouvoir, à élargir leur pouvoir et à tester les limites, à repousser les limites, à tester jusqu'où ils peuvent aller. Et comme surtout, donc, Trump amplifie cette tendance, il cherche à renforcer le pouvoir présidentiel. On l'a vu notamment avec son fameux décret où il souhaite revenir sur le droit du sol aux États-Unis, c'est-à-dire si quelqu'un arrive, une femme est enceinte aux États-Unis et a un enfant, cet enfant, même né dans un aéroport international aux États-Unis, est un citoyen américain. Donc, c'est quelque chose que beaucoup d'Américains veulent changer, mais il n'est pas sûr du tout que le président ait le pouvoir de changer cela, parce que le droit du sol figure dans la Constitution. Même chose, il a passé un décret, il a signé un décret qui exige, là, il l'a fait hier ou avant-hier, qui exige que les États de la Fédération demandent une preuve de citoyenneté pour que les électeurs américains qui se présentent dans les bureaux de vote aux prochaines élections puissent voter. Alors, c'est quelque chose qui, sur le papier, là aussi, a le soutien d'une bonne partie, voire d'une majorité d'Américains, hein, mais c'est une mesure donc, qui aurait le soutien, mais il n'est pas du tout sûr que le président des États-Unis, en tant que chef de l'exécutif, ait le pouvoir de venir déranger toute l'installation du fédéralisme américain pour imposer une décision aux États en la matière de l'organisation des élections. L'organisation des élections, comme je l'ai dit bien souvent dans cette émission, Gilles, ça relève des États et non pas de l'État fédéral. Donc voilà, on a une déferlante de recours en justice contre la plupart de ces décisions qui visent essentiellement à dire attention, il est en train de dépasser les limites du pouvoir présidentiel. La Cour suprême se décidera, tout ça va remonter vers la Cour suprême et certaines des décisions de Trump, y compris en ce qui concerne l'élargissement de certaines prérogatives présidentielles, seront confirmées et d'autres ne le seront pas. C'est le jeu de la démocratie américaine. Dernière question. Est-ce que, si on regarde la vision à long terme de M. Trump pour l'Amérique, est-ce qu'on parle d'une nation qui veut être plus isolationniste ou encore plus dominante, plus hégémonique? Parce qu'on pense, on voit les États-Unis dans l'histoire comme une nation qui aime le pouvoir et qui aime dominer. Oui, et alors, une nation plus dominante sur la scène mondiale, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que tous les présidents américains, là encore, veulent que les États-Unis dominent. D'accord ? Oui, il y a un attachement à cette notion d'une hégémonie américaine, cet attachement évidemment à ce qui a été appelé la nation indispensable aux États-Unis. Ils souhaitent que les États-Unis conservent leur puissance, regagnent leur superpuissance, s'engagent dans une rivalité pour le moment non militaire, mais une rivalité tout de même avec la Chine qu'ils considèrent comme un adversaire évidemment potentiel. Tous les présidents américains veulent cela. On l'avait vu avec Biden. Quand Biden est arrivé à la Maison-Blanche en janvier 2021, dans son premier discours d'investiture d'ailleurs, il a dit c'est un retour à la normale. En disant, voilà, Trump, c'était une parenthèse terrible du point de vue du président Biden. Maintenant, on revient à la normale. Alors, par exemple, je sais qu'ici, en Europe, les dirigeants européens se sont enthousiasmés. Retour à la normale, etc. Mais ils ont oublié d'écouter ce que Biden avait dit juste après, dans la même phrase. Il avait dit « back to normalcy, to lead the world », pour diriger le monde. OK, ouais. D'accord ? Donc, pour nous, Européens, pour nous, Canadiens, il faut savoir ce qu'on veut de l'Amérique, c'est-à-dire au sens États-Unis, bien sûr. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut qu'il dirige le monde ? Voilà. Donc, Trump, il est différent du premier mandat. Aujourd'hui, le Trump numéro 2, il n'est pas isolationniste, hein, surtout dans ce nouveau mandat. Il n'est pas non-interventionniste, ce qu'il était lors du premier mandat. Hein. Il était contre des interventions militaires, etc. Là, maintenant, on le voit frapper donc les Houthis au Yémen. Il n'écarte pas l'emploi de la force pour annexer le Groenland. Il reprendrait bien le canal de Panama, peut-être par la force. Moi, je dirais que c'est plutôt un Trump qui a une vision unilatéraliste, c'est-à-dire America first, peut-être America alone, mais quand elle est sur la scène internationale, elle deal avec les autres pays sur une base bilatérale, de préférence pour lui. Maintenant, s'il y a des dérives,
Par exemple, s'il commence à envoyer des troupes à Gaza pour essayer de refaire ce rêve absurde. Oui, ce rêve absurde d'une côte d'Azur à Gaza. S'il se met à envahir le Groenland, bon, il va perdre définitivement l'appui d'une bonne partie du peuple américain et même d'une bonne partie de son parti. Je crois que ça sera là, enfin, que l'on verra effectivement certaines figures républicaines s'opposer à Trump de manière publique et de manière ferme. Mais pour eux, pour les gens qui ont voté pour Trump, notamment pour ceux qui ont quitté le Parti démocrate l'an dernier pour voter pour Trump, le plus important, c'est que Trump gère les problèmes du pays au pays. C'est-à-dire ne plus envoyer des troupes à gauche, à droite, à travers le monde. Voilà, donc c'est ce qu'ils veulent qu'il fasse. Et c'est pourquoi on a également cette vague de mécontentement qui gronde et qui grandit. C'est que beaucoup de gens qui ont voté pour Trump l'an dernier, en particulier des gens qui ne venaient pas du monde trumpiste, si on peut dire, auparavant, sont déçus. Parce qu'ils ne s'occupent pas, à leurs yeux, assez de l'immigration illégale, mais surtout de l'économie, de l'inflation, des infrastructures déclinantes aux États-Unis. Il fait de grandes déclarations. Il dit qu'il veut, à nouveau, il l'avait déjà dit lors du premier mandat, qu'il voulait embellir Washington, rénover Washington, que c'est une honte à chaque fois que des chefs d'État étrangers arrivent à Washington et qu'ils voient ces routes et ces rues qui sont, je le sais très bien puisque Washington a été ma ville pendant plus de 25 ans, remplies d'ornières, qui se bouchent à chaque fois qu'il y a un gros orage d'été ou qui sont inondés, etc. Voilà. Donc, il a ces discours. Et c'est ce que veulent les Américains. Après, je dirais, les années où leurs dirigeants politiques leur ont parlé d'une mondialisation heureuse, ils veulent que les États-Unis et que les dirigeants politiques américains s'occupent de leurs problèmes. Or, en ce moment, depuis le début de sa présidence, Donald Trump ne répond pas à cette attente. Et c'est pourquoi on voit les mécontents grandir à travers le pays. Merci beaucoup, Marie-Christine. On va se reparler. C'est pas fini. Au revoir. Merci, Gil.